Élément a sorti deux hors-série depuis 2 ans. Un premier sur les spiritualités païennes et le second sur notre Russie. Eh bien, on va justement parler aujourd'hui de l'actualité, la Russie et de l'Ukraine avec Régis Le Sommier, que j'invite à me rejoindre. Avec un plaisir. Et Slobodan Despot. Alors, Régis Le Sommier, vous êtes ancien grand reporter à Paris Match. Oui. Et vous avez fondé, le média Omerta. Tout à fait. Il n'y a pas un an encore. Il y aura un an dans un mois. Dont vous êtes le directeur. Et vous êtes également l'auteur d'un livre qui s'appelle Jusqu'au dernier Ukrainien, récit d'un reporter de guerre. Oui, alors qui est sorti, qui mériterait d'être actualisé maintenant, mais qui est sorti pour les 1 an de la guerre, donc c'était en février dernier. Voilà. Très bien. Qui racontait les passages sur le front là-bas. Voilà. Et vous revenez donc d'Ukraine, vous revenez du Donbass, enfin vous revenez du Donbass. Oui, tout à fait. Après avoir couvert la guerre côté ukrainien l'an dernier, cette fois-ci vous l'avez couverte du côté russe. J'ai fait une fois côté ukrainien en avril 2022. Donc au tout début. Et 3 fois côté russe depuis. C'est-à-dire septembre, octobre 2022, dans la région de Kherson et de Zaporizhia. Et en janvier, donc au nord, il faut imaginer la carte dans la zone de, on va dire, ça s'appelle Svatovo, mais c'est du côté de Kupiansk. Et là, cette fois-ci, c'était Bakhmout, là, cette fois-ci. Voilà. Alors, quel est l'état actuel du front? Quel est l'état d'esprit que vous avez pu relever sur ce front, côté russe? Écoutez, c'est une guerre. Alors, ce qui est toujours intéressant, j'ai eu l'occasion d'en parler là tout à l'heure. Moi, ça fait donc 1 semaine que je suis rentré. J'y ai passé à peu près 15 jours sur le front. Donc, dans la zone, je vous disais, Soledar, Bakhmout, qui est une zone, en fait, où aujourd'hui, depuis la conquête de Bakhmout par le groupe Wagner, le front est à l'ouest de la ville, en fait. Et les Ukrainiens sont dans des zones, on va dire, boisées ou dans des zones de champs. Bon, il y a encore de l'industrie aussi, puisque le propre du Donbass, et je vais en parler tout à l'heure, est d'être une zone extrêmement industrielle, extrêmement peuplée aussi, avec beaucoup de petites bourgades, beaucoup de petites villes, ce qui rend le combat extrêmement compliqué dans cette zone-là. Et les Ukrainiens ont tendance à être plus dans les campagnes, et les Russes ont tendance à être plus sur les hauteurs, parce qu'il y a une sorte de décrochage, de la géographie qui, évidemment, en ce moment, a plutôt tendance à aider les Russes, en tout cas dans cette zone, puisqu'ils contrôlent les hauteurs. Donc ça veut dire qu'ils sont capables, même si les Ukrainiens peuvent prendre des villages, ils l'ont fait, au moment où j'y étais d'ailleurs, le village de Kleshivka, les Russes peuvent continuer à pilonner en termes d'artillerie ces villages et donc rendre intenable la position pour les Ukrainiens. La plupart des villages dont vous entendez parler, vous avez peut-être entendu parler de Kleshivka, Robotine, sont des villages qui n'existent plus. Hein. C'est des villages qui ont été complètement rasés et ils intègrent ce qu'on appelle en termes militaires une zone grise. Ça veut dire qu'aucun des deux adversaires n'est en mesure de se maintenir dans le village puisqu'il n'y a plus d'endroit pour se cacher. Donc on s'en retire et on continue à faire des échanges d'artillerie ou à éventuellement préparer une nouvelle percée vers un autre village. Mais en tant que tel, ces villages-là sont conquis par les Ukrainiens mais ne sont pas occupés par l'armée ukrainienne parce que ils se transforment assez vite ce qu'on appelle des sacs à feu, c'est-à-dire où ils peuvent être pilonnés de plusieurs collines différentes. Et les Russes, en ce moment, moi, ce que j'ai constaté, ont l'avantage justement des hauteurs. Voilà. Alors, ça fait 18 mois que ça dure, un peu plus même. Hein. Quel est l'état d'esprit, le moral des troupes? Est-ce qu'il y a le sentiment que ça va se terminer un jour, ou que c'est interminable? Comment ça se passe? Alors, ce qui est toujours intéressant, c'est qu'il y a évidemment dans une guerre, il y a plusieurs niveaux d'engagement de soldats. Vous avez des soldats d'élite, qui font partie on va dire de sociétés militaires privées, parce que même si le terme est un peu inexact, puisque la Russie, même à l'époque de Wagner, ne reconnaît pas sur son territoire l'existence de sociétés militaires privées.
mais néanmoins, il y a des combinaisons d'unités qui travaillent avec l'armée régulière. Vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui, comme il y a eu l'épisode Wagner, que vous connaissez tous, aujourd'hui, le côté société militaire privée est un peu devenu un mot tabou, donc on préfère appeler ça un bataillon de volontaires. Mais c'est exactement la même chose, et ça permet aux anciens, c'est-à-dire aux soldats qui ont fait l'Afghanistan. Moi, j'en ai rencontré notamment chez les Cosaques deux officiers qui avaient fait l'Afghanistan, de faire profiter finalement aux plus jeunes de leur expérience de guerre. Il y en a beaucoup qui ont fait la Tchétchénie, ça c'est aussi une constante, et puis la Géorgie. Et donc ces gens-là avaient travaillé dans le civil, et à la faveur de cette guerre en Ukraine, ont repris du service, ont choisi de rejoindre l'armée russe. Et donc il y a une sorte d'effet composite avec donc des plus jeunes mobilisés qui sont entraînés par des plus anciens et envoyés au front. Vous avez également, et ça a été inauguré par Wagner, et j'ai pu le constater, ça existe toujours, l'emploi et la formation de prisonniers qui sont envoyés au front. Ça existe. En ce moment, il y a des prisonniers russes qui sont envoyés pour combattre. Voilà. Alors, on a beaucoup parlé de la contre-offensive ukrainienne. Enfin, c'est comme ça que les médias occidentaux l'ont présenté. Qu'en est-il de cette contre-offensive, de l'espoir qu'ont les Ukrainiens peut-être de percer encore et de réussir à rejoindre la mer d'Azov? Et qu'en est-il de la fameuse ligne de défense russe aussi qu'on a beaucoup évoquée? Alors, je vais vous raconter personnellement ce que j'ai vu. D'abord, je vais répondre sur la ligne de défense russe, et ensuite on ira sur la contre-offensive ukrainienne. La ligne de défense russe, alors, j'ai évoqué la question de la géographie, qui est toujours très importante dans une guerre, mais vous entendez jamais parler de la géographie sur LCI ou d'autres chaînes. On préfère parler de soldats comme si on jouait à la bataille navale. Non, la géographie est très importante. Elle est très importante. C'est ce qui a permis à cette ligne de défense, dite ligne Surovikin, du nom du général russe qui l'a conçu, ligne avec trois grandes fortifications, plus plein d'autres, et qui est caractérisée par ces champs de mines qui ont causé énormément de problèmes aux Ukrainiens. Ce qui se passe actuellement, c'est du côté russe, à l'approche de l'hiver en partie, et pour continuer à renforcer cette ligne, on coupe énormément de forêts. C'est-à-dire un camion militaire sur 2 dans le Donbass actuellement transporte des rondins de bois. Pourquoi des rondins de bois? Pour pouvoir faire des casemates, pour pouvoir renforcer ces mêmes casemates, et sur le principe de la cabane au Canada, c'est-à-dire de faire des endroits chauds pour les soldats pour l'hiver. Donc c'est assez incroyable, parce que vous avez des forêts entières qui sont pratiquement comme ce qu'on appelle des coupes à blanc, où on a laissé quelques arbres en lisière, et tout a été coupé pour pouvoir renforcer ces fortifications. Vous avez ce qui s'appelle des dents de dragon. Alors, dents de dragon, c'est une espèce de cônes extrêmement hauts, qui sont évidemment disposés un petit peu dans la campagne, disposés parfois dans des zones d'habitation, et qui handicapent singulièrement tout véhicule blindé pour passer. C'est-à-dire que ce soit un véhicule de transport de troupes, encore plus un char lourd, on ne passe pas une ligne de dents de dragon. Et les Russes ont vraiment cadenassé également tous les carrefours, c'est-à-dire que vous avez par carrefour des lignes de tranchées, enfin des tranchées qui partent de tous les points cardinaux du carrefour, qui est également renforcé par des abris et par éventuellement des points souterrains, parce que c'est une guerre aussi où on a tendance à vivre en sous-sol. Et je vais vous appeler, après je vais arriver sur d'autres lignes, d'autres types de défense auxquels on ne pense pas beaucoup. C'est la ruine. En fait, la ruine ou la friche industrielle qu'on trouve par dizaines dans le Donbass. Il y a énormément d'usines de charbon, certaines fonctionnent encore d'ailleurs, mais vous avez énormément aussi d'anciennes usines sidérurgiques, et des zones qui ont été détruites parce qu'elles ont déjà été conquises. Je parlais de Bakhmout qui est entièrement détruite, Soledar est entièrement détruit, et ça ne veut pas dire que personne n'y habite. Les soldats habitent
dans ces ruines, ils utilisent ces ruines pour camoufler en particulier leur position d'artillerie. C'est-à-dire que les positions d'artillerie vont être dissimulées dans le jardin d'une maison abandonnée. Les soldats vivent dans le sous-sol d'un immeuble calciné. Vous en avez vu des dizaines de ces types d'immeubles post-soviétiques, qui sont souvent noircis sur la façade et parfois éventrés. Eux, les soldats vont utiliser pour vivre le sous-sol. Donc tout le sous-sol est aménagé et la nuit, comme il y a moins de danger, on va dire, on essaye la nuit, on n'utilise absolument pas aucune lumière ni rien du tout à cause des drones. Ça, c'est vraiment la plaie du soldat russe aujourd'hui dans ces zones-là, c'est le drone kamikaze ukrainien. Qui a tendance à être très efficace et à frapper même pour un groupe de soldats. C'est-à-dire qu'avant, les Ukrainiens avaient tendance à économiser leurs drones pour frapper des véhicules particuliers, en particulier des chars. Aujourd'hui, tout type d'activité peut être frappé par un drone kamikaze. Et il y a plusieurs types de drones kamikaze. Aujourd'hui, c'est vraiment un duel incroyable de technologie sur la technologie du drone. Je crois que les Russes ont à peu près 50 drones différents aujourd'hui et ils expérimentent. Et en face, c'est exactement la même chose. Donc, les ruines sont utilisées. Ça, c'est vraiment un principe pour les positions d'artillerie. Et le problème aujourd'hui, et je viens sur les questions de la contre-offensive, c'est que si vous voyez Bakhmout, aujourd'hui, la ville de Bakhmout, qui a été conquise par la PMC Wagner, mais vraiment bloc d'immeuble par bloc d'immeuble, jusqu'à chasser les Ukrainiens à l'ouest, jusqu'à prendre les dernières collines qui sont à l'ouest, qui servaient à l'époque aux Ukrainiens pour pilonner les Russes à l'intérieur de la ville, eh bien, Bakhmout, aujourd'hui, tient, parce que les Russes ont utilisé les ruines pour en faire une zone de fortification extrêmement efficace. Les Ukrainiens, sachant que s'ils retombent dans des combats au milieu urbain, on est sur des pertes de 5 contre 1, voire 10 contre 1. En moyenne, en ce moment, pour la question des pertes, et c'est très difficile d'avoir des chiffres, évidemment, mais comme les Russes sont en position défensive, on estime que c'est 1 à 3. C'est-à-dire que l'assaillant perd 3 hommes et le défenseur en perd 1. Donc voilà, on est dans une situation où tout type du relief, toute inclinaison du relief est utilisée à des fins défensives. Et puis il y a ces fameuses mines qui remontent à assez longtemps. Et on a l'impression que tous les stratèges de l'OTAN à Washington et au Pentagone n'avaient pas prévu que les Russes utiliseraient des mines. C'est pourtant, et la plupart des véhicules, notamment dans la zone de Robotine ou vers Baudoyer, ces zones-là ont été ont été des véritables cimetières pour les blindés, transport de troupes Bradley ou les fameux Léopard 2 allemands, parce que voilà, il y a des mines partout. Donc, et les Russes, quand les Ukrainiens déminent, les Russes reviennent et reminent. Donc donc c'est ce rideau défensif qui a été fait est quelque chose d'extrêmement imperméable. Alors l'armée ukrainienne a eu plusieurs options pour essayer de percer ce front, parce que d'abord c'est un front extrêmement long, il fait près de 900, pratiquement 1000 kilomètres, donc c'est très long à tenir et c'est très dur de tenir un front comme ça. C'était soit de faire une percée au sud, qui pour moi aurait été la chose la plus intelligente, c'est-à-dire d'envoyer le paquet à un endroit de façon à percer les défenses russes. C'était plus intelligent de le faire dans le sud, donc dans la zone de Zaporijjia. Pourquoi ? Parce que d'abord le relief, une fois percé cette ligne de défense, est absolument plat. C'est de la plaine ukrainienne. Moi, j'ai eu l'occasion dans un précédent reportage de faire la route entre Melitopol. Vous avez Melitopol qui est au centre de la partie conquise par la Russie, et puis vous avez Mariupol qui est sur la mer d'Azov. Et l'objectif des Ukrainiens, c'est d'aller jusqu'à Melitopol et ensuite de percer jusqu'à la mer d'Azov pour couper le territoire russe en deux. Ça, c'était un des plans. Il aurait pu fonctionner parce que, je vais vous le dire, cette route, elle est complètement plate et il aurait été très difficile pour les Russes de retrouver des positions de défense sur leur arrière une fois
les lignes de défense percées. Le problème, c'est que donc il y avait un des stratèges, ukrainiens, enfin le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, hein, le général Valéry Zaloujny, qui lui est un type, c'est lui qui a causé énormément de problèmes aux Russes autour de Kiev. Il a fait ses armes, et il a fait sa renommée. Et il avait cette idée justement de percer au sud. Il a demandé qu'on retarde la contre-insurrection. Même esquissant l'idée que pour pouvoir faire une percée avec un système de défense russe que lui pressentait très efficace, mais que les médias et pas mal de généraux ont complètement sous-estimé, eh bien, il lui fallait de l'aviation. Et quand on regarde historiquement, il y a un exemple qui est très intéressant, c'est l'exemple en 1944 de la percée d'Avranches. Le général Patton et beaucoup de généraux américains sont tombés au moment du débarquement sur un problème majeur, c'est-à-dire que entre en gros Avranches et Caen, vous avez une sorte de pli dans le relief avec des Allemands qui étaient positionnés sur les hauteurs et ils n'arrivaient pas à passer. Les Américains d'ailleurs ont décidé de bombarder une partie des villes normandes à cause de ce problème. Il y a eu des bombardements massifs qui ont été faits en prévision d'une percée. Et la plus célèbre, c'est la percée d'Avranches. La percée d'Avranches a été faite par donc, le général Patton. C'est 8 km de front, 2500 frappes aériennes préventives pour fatiguer les défenses allemandes et 20 divisions qui vont déferler sur ces 8 km. Et là, le problème de l'Ukraine, c'est que vous pouvez avoir 20 divisions côté ukrainien, mais depuis le début de la contre-offensive, donc le 4 juin dernier, ces divisions-là, elles ont été utilisées en partie du côté de Bakhmout pour essayer de percer, de reconquérir cette ville symbole, une partie du côté de Zaporizhia, une partie du côté de Andivka, sur le front de Donetsk, et une autre partie au nord, parce que les Russes avaient tendance à avancer au nord. En fait, il y a eu 4 points dans lesquels l'armée ukrainienne a été utilisée. Donc elle n'a jamais pu, en fait, envoyer un effort, suffisant sur un seul point. Et puis, les Ukrainiens, malheureusement, ne disposent pas de moyens aériens. Les Russes en ont, et donc les Russes, du point de vue du contrôle des airs, sont dans une position de force. Donc, mathématiquement, la contre-offensive ukrainienne piétine, et c'est pas faute de vouloir de ne pas y aller, puisque les Ukrainiens se sont véritablement sacrifiés, ont perdu énormément d'hommes, on ne sait pas exactement combien, mais en tout cas ils sont allés parfois dans des circonstances où c'était très facile pour les Russes de les détecter. J'ai parlé des drones tout à l'heure. Aujourd'hui, un chat bouge dans un buisson, on s'en aperçoit. Donc c'est une situation extrêmement compliquée quand on veut monter une opération. Et il y a eu des bataillons d'Ukrainiens comme ça qui ont complètement, littéralement disparu à cause d'offensives répétées et qui se sont usés quelque part sur le front. Après s'être usés sur Bakhmout, et ça c'est un autre point qu'on pourra explorer, c'est l'opération que les Russes ont fait sur cette ville, fixant l'armée ukrainienne pendant des mois, qui a probablement aussi empêché cette contre-offensive de printemps d'avoir les troupes et les forces suffisants pour pouvoir remporter des territoires. Voilà. On va parler dans un instant avec Slobodan de l'arrière, mais vous avez aussi vous avez transité par Saint-Pétersbourg et par Moscou, je crois, pour vous rendre sur le théâtre des opérations. Quel est l'état d'esprit que vous avez pu relever au niveau d'esprit de la population? Oui. Écoutez, j'ai toujours, quand je vais en Russie, c'est donc mon 3e séjour, et je mets à part les zones du conflit, hein, le Donbass. Le Donbass, il y a un état d'esprit particulier. C'est une région qui vit en guerre depuis 2014. La population et les soldats sont complètement imbriqués l'un dans l'autre. Les soldats
ont d'ailleurs amené parfois leurs familles qui sont installées dans le Donbass quand ils vont au front, et ensuite ils ont des permissions, ils vont voir leur famille à l'arrière, et tout ça se passe dans le Donbass. Les soldats vivent dans des maisons, les civils sont à côté. Vous allez dans certains endroits, vous avez dans les restaurants, la moitié des gens présents sont des militaires, donc, ou des miliciens, parce qu'il y a plusieurs, vous avez dit, groupes de volontaires et autres. Donc vous avez, ou de la police. En fait, le Donbass est une sorte de forteresse où le civil et le militaire s'imbriquent complètement. Ça, c'est la réalité de la guerre. Maintenant, quand on est en Russie à proprement parler, plus on s'éloigne de la zone des conflits, moins la guerre est présente. Moi, j'avais eu l'occasion en octobre dernier de faire un voyage entre Rostov-sur-le-Don. Rostov, c'est là où il y a la base, le QG en fait de l'opération spéciale de Poutine, et Rostov est juste derrière le Donbass. Donc c'est une très grosse ville, et j'avais pris le train à Rostov. Et j'avais fait 19 heures de train jusqu'à Moscou. Et ce qui est intéressant, quand vous êtes seul dans un compartiment avec des Russes, j'avais trouvé un type qui parlait un peu allemand et qui traduisait. Et donc, à l'époque, c'était assez incroyable parce que on était... Alors, aujourd'hui, c'est un petit peu différent. La guerre pèse beaucoup plus. Mais en septembre-octobre dernier, je peux vous dire que c'était incroyable. Les gens n'évoquait pratiquement pas la guerre c'était moi qui étais plutôt obligé d'insister, mais vous connaissez des gens? Non, ils connaissaient personne pour la plupart qui combattaient. Et plus on arrivait vers Moscou, moins on entendait parler de la guerre. En termes de population, maintenant sur Moscou et Saint-Pétersbourg, là en ce moment, au niveau transport aérien, bon, déjà l'opération spéciale, enfin la guerre en Ukraine a perturbé énormément l'espace aérien. Nous, pour aller dans le Donbass, on passe par l'Estonie, on fait un Paris-Tallinn, Tallinn-Narva à la frontière, on traverse la frontière à pied entre Narva et Ivangorod, qui est la ville russe de l'autre côté. Et de Ivangorod, on part en taxi ou en bus encore jusqu'à Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, il y a deux choix. Soit on peut aller en avion à Moscou, mais en ce moment, il y a beaucoup de frappes de drones ukrainiens qui arrivent, qui perturbent le trafic aérien russe, intérieur russe. Donc le mieux, c'est de prendre le train, et en général, c'est des trains de nuit. Il y a une véritable culture du train en Russie. Voilà. Et de Moscou, pour redescendre à Lugansk, c'est 2 jours de voiture. Il n'y a pas le choix, donc on prend cette fameuse route M4 sur laquelle le célèbre convoi de Yevgeny Prigojine a voulu remonter sur Moscou. Donc, si vous voulez, c'est vraiment un casse-tête voilà. Et donc, il nous arrive de faire des étapes, notamment à Voronej, parfois à Rostov, de dormir dans ces villes, d'aller dans des restos, etc. Et oui, à Moscou en particulier, le style de vie n'a pas vraiment changé. Moi, je connaissais Moscou avant la guerre. Vous allez dans les magasins, il n'y a aucune pénurie, il n'y a pas de produits manquants. Alors oui, il va y avoir peut-être des enseignes occidentales qui ne sont plus là. Mais je vais vous prendre un seul exemple, c'est l'exemple McDonald's, qui est incroyable parce que les Russes ont racheté la franchise McDonald's. Ils se sont rendus compte que c'était pas très difficile de mettre une tranche de viande entre 2 morceaux de pain. Ils ont eu plus de problèmes pour les frites. Parce que, mais comme les Russes, en fait, les Russes sont un peuple assez lent. Mais quand ils ont décidé d'un truc, ils le font, quoi. Et ils ont trouvé, là, et donc les frites ah oui, et en fait, d'ailleurs, ça ressemble plus au Burger King qu'au McDonald's, ce qu'ils ont fait. Donc, si on a qui aiment le fast-food... Oui, j'ai aussi un peu d'américain en moi. Et donc... mais ils ont repris cette enseigne et
c'est plein. C'est exactement comme le McDonald's chez nous, avec l'écran tactile. On commande, on paye avec sa carte, et puis ensuite on nous apporte avec. Voilà, il n'y a aucune différence. C'est absolument bondé. Tout le monde y va, sauf que avant c'était les McDonald's et maintenant ça s'appelle, je sais plus comment, mais alors il y a plein d'enseignes comme ça qui ont été rachetées dont la franchise a été rachetée par des Russes, et on trouve à peu près tout. Et aujourd'hui, ce qui est aussi intéressant, c'est là, c'était en novembre dernier, il y avait les collections. Là, pour ceux qui connaissent Moscou, il y a un magasin à côté du Bolchoï qui s'appelle Tsum, qui est une sorte de galerie Lafayette russe. Et bon, moi j'y étais allé donc à l'automne, là, juste avant de repartir en France, et j'étais hyper surpris parce qu'il y avait les collections prêt-à-porter automne-hiver, exactement comme à Paris. Et j'ai demandé à un vendeur qui m'a expliqué que en fait tout ça c'était passé par la Turquie. Voilà, et que c'était venu en camion. Avant, ça venait en avion, ça venait directement. Là, maintenant, ça passe par la Turquie, qui recycle. La Turquie est un des pays qui a fait le plus de business depuis la guerre, notamment avec la Turkish Airlines, qui est une des compagnies qui trust maintenant tout le trafic. En fait, on peut faire Paris-Istanbul et Istanbul-Moscou quand on veut se rendre à Moscou. Sauf qu'aujourd'hui, un Paris-Istanbul, un Paris-Moscou, ça vous coûte 2500 €. Avant, avec Air France, ça vous coûtait 250. Donc voilà. Donc on est vraiment dans une économie qui s'est adaptée. Il y a du chinois partout. Même au niveau des drones, pour revenir à notre propos d'origine sur la guerre. Là, les Russes ont récupéré un drone canadien qui valait 200 000 €. Un drone de combat. Ils ont récupéré, ils ont fait venir les pièces de Chine et ils le produisent en série et il coûte plus que 10 000 €. Voilà, c'est typique des Russes. On repompe, ils sont exactement comme les Chinois. Voilà, et donc ils arrivent à trouver une parade, ils arrivent à... Et c'est assez intéressant parce que d'abord, je suis pas le seul reporter à avoir noté ça. Comment elle s'appelle, ma confrère Anne Niva l'a dit sur LCI d'ailleurs, avec tout le monde l'a regardé comme si elle avait commis un crime de raconter qu'elle n'avait pas vu en Russie de différence notoire dans le comportement et dans le style de vie des gens. Voilà. Alors après, évidemment, sur la question des soldats et sur la question de la guerre, c'est quand même différent. Mais en tout cas, les populations civiles, aujourd'hui, moi, l'idée, j'ai toujours cette fameuse phrase de Bruno Le Maire qui avait dit qu'il fallait mettre l'économie russe à genoux. Ça n'est pas arrivé, quoi, voilà. Merci Régis Le Sommier. On va avoir un peu de temps, je pense, pour les questions du public. Slobodan, tu es bien connu de nos services. Hélas. Et des lecteurs d'éléments. Donc, tu es aussi directeur de l'Antipresse, de la revue hebdomadaire l'Antipresse. Et tu reviens également de Russie. Tu nous as, d'ailleurs, dans le dernier numéro, livré une photographie dans les photographies que tu nous livres à chaque numéro, sur un ferry de la Volga dans la ville tatare de Kazan. C'est ça, oui. Alors, comment es-tu allé, toi, en Russie ? Par quels moyens ? Le Régis Le Sommier nous racontait un peu les péripéties, les détours qu'il fallait prendre. Il y a 36 moyens d'aller en Russie. C'est vrai que ça change beaucoup par rapport à l'époque d'avant la guerre, parce que avant, j'habite en Suisse. Avant, on avait 2 vols par jour entre Genève et Moscou pour 250 ou 300 €. Et maintenant, cet été, je m'y suis rendu via Istanbul. Le prix a baissé un peu quand même. Il a baissé ? Oui, il a baissé. Je l'ai pas fait depuis longtemps, mais à l'époque. Oui, l'année dernière, c'était effectivement 2500. Maintenant, c'est un peu moins de 2000. On peut passer par Belgrade. Il y a aussi un vol par Belgrade. On peut passer par Antalya. On peut passer par les pays du Golfe. Et puis, on peut passer, ce que j'ai fait l'année dernière, c'est un joli voyage, par Helsinki. On peut aller à Helsinki, prendre un autocar, et puis en 7 heures de voiture, enfin d'autocar, être à Saint-Pétersbourg. Donc il y a beaucoup de moyens, ou par Yerevan aussi, on peut.
Donc, alors, c'est la première fois que tu t'y rendais depuis février 2022, là, cet été, ou non, c'est c'est la 3e fois, je oui. crois. Et donc, on parlait avec Régis Le Sommier de l'impact de la guerre sur la population à l'arrière, Moscou, Kazan, etc. Est-ce que tu confirmes ce que disait Régis Le Sommier? Qu'est-ce que tu as constaté sur place sur cet impact, à la fois dans la vie matérielle et puis dans la vie familiale ou dans la vie psychologique des Russes? Non, je confirme. Je confirme. Cela dit, je ne me suis pas approché du tout des zones de front. Donc, je ne suis pas allé à Rostov, je ne suis pas allé à Belgorod. Je suis pas allé dans ces zones qui sont qui sont affectées par, disons, le remous ou les échos de la guerre. En revanche, j'ai voyagé pas mal ces 2 dernières années entre Saint-Pétersbourg, Moscou et les provinces de la Russie d'Europe et jusqu'au Tatarstan. Et je dois dire que l'année dernière, ça c'est quelque chose qui me semble important. L'année dernière, en été, j'ai passé une semaine ou 2 dans une province qui est la province de Kostroma, qui se trouve, si vous voulez, au nord-est de Moscou, à 1 nuit de train, parce que de fait, Régis a raison, on compte en heures de train ou en nuit de train les distances. Et à l'époque, comme j'étais vraiment à la campagne, dans une toute petite bourgade, puis en fait un village, on entendait, au début de l'été 2022, on entendait dire que dans tel village ou dans telle commune, des gosses étaient revenus dans les sacs. Donc ils avaient des morts. Et de fait, en 2022, les Russes ont eu beaucoup de morts au moment où ils se sont retirés de la région de Kiev. D'après, officiellement, parce qu'ils ont fait un geste de bonne volonté. Officieusement, peut-être parce qu'ils ont mal calculé leur coup. On ne le sait pas, mais ils avaient des morts. Et des morts qui étaient des morts de l'armée régulière, donc des gars de la région. Cette année, j'ai passé 3 semaines dans la même région, je n'ai pas entendu parler d'un seul mort. Donc, soit il y a beaucoup moins de morts, soit ces morts sont ceux de Wagner, sont des professionnels. Donc, on ne va pas en entendre parler. Mais cela dit, dans les villes, les campagnes, ça ne change pas. C'est comme le fond de la mer. La campagne russe, avant que quelque chose change, il faut vraiment qu'il y ait un cataclysme. Les villes sont aussi bien achalandées qu'elles l'étaient avant. Cet été, on a pu quand même respirer un peu parce que le rouble est descendu aux alentours de, 90 roubles pour 1 euro, alors que l'année dernière, donc au moment où la guerre a commencé, le rouble était à 55 ou 57. Donc la vie était beaucoup plus chère pour moi qui vis en Suisse, à Moscou, qu'en Suisse. C'était, à mon avis, l'endroit le plus cher pour vivre au monde à ce moment-là. Maintenant, ça va. Et puis, il y a aussi, évidemment, alors, il n'y a pas que les conditions matérielles, il y a l'état d'esprit. Cette année, les gens, me semble-t-il, sont beaucoup plus remontés contre l'Occident qu'ils ne l'étaient l'année dernière. Au sens où, l'année dernière, depuis le début de ce conflit, nous avons publié, je crois, quelque chose comme 200 articles et notices dans l'antipresse depuis le début de ce conflit, depuis le début 2022, sur la Russie et l'Ukraine. Au début de ce conflit, les gens, d'abord, on leur a présenté ça comme une opération militaire spéciale. C'est pas une guerre, c'est pour chasser les nazis, et puis après on rentre à la maison. Ça ne s'est pas fait comme ça. Ils n'avaient pas d'opinion là-dessus. Ils étaient contre les nazis, voilà. Cette année, il ne faut pas trop leur parler des Occidentaux. Et une autre chose qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas du tout, enfin, d'après ce que j'ai pu voir et entendre en parlant avec beaucoup de gens, il n'y a pas d'animosité du tout contre les Ukrainiens. Ils n'ont absolument rien contre les Ukrainiens. C'est contre les manipulateurs des Ukrainiens qu'ils en ont. Ce qui me semble être un petit peu, parce que j'ai aussi des contacts dans la communauté expatriée ukrainienne en Suisse, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que les Ukrainiens, ils visent le russe. Ça veut dire, excusez-moi de t'interrompre, oui. Il y a la conscience de la manipulation des Ukrainiens. Enfin, quand tu utilises le terme de manipulation. Et eux ont cette conscience. Disons que, grosso modo, si je dois résumer leur point de vue, c'est que les Ukrainiens sont des malheureux, naïfs, manipulés par des nazis, manipulés par les CIA. C'est aussi simple que ça.
Et d'ailleurs, à mon avis, c'est le cas. Parce que, non, mais c'est vrai, je veux dire. Non, Xavier Moreau, qui évidemment, que beaucoup d'entre vous certainement suivent avec sa chaîne Stratpol, qui a un point de vue très, très pro-russe, il est russe d'ailleurs, maintenant, à force, mais il a eu, avant cette guerre, une expression qui m'a paru assez cocasse. Il parlait de ces néo-nazis ukrainiens, et d'ailleurs pas seulement d'eux, mais également des phénomènes qu'on a eu notamment en ex-Yougoslavie, en Croatie. Il en parlait comme de nazisme de transition. C'est-à-dire de résurgence, non pas, comment dirais-je, naturelle ou spontanée de cette idéologie, mais comme des outils. C'est comme un ouvre-boîte. On cultive des fanatiques pour une mission, puis après on va s'en débarrasser. Et c'est ce qu'on a fait avec les fanatiques islamiques au Moyen-Orient. C'est ce qu'on fait en Ukraine. Comme par hasard, on n'en a pas beaucoup parlé ici, mais comme par hasard, l'idéologue qui est un peu tombé en disgrâce depuis de Kiev, M. Arestovitch, est connu pour avoir publiquement fait l'éloge des méthodes et de l'organisation de Daesh. C'est pas du tout par hasard. Régis Le Sommier nous a parlé de solutions que les Russes ont trouvées pour pallier les sanctions occidentales, la baisse des exportations, des importations, en provenance de l'Occident, comme on dit. Est-ce que tu as senti toi aussi, cette réorientation à la fois de l'économie, de la culture, et puis de nouvelles orientations stratégiques qui permettraient ou qui permettent déjà à la Russie de se réorienter? Alors, oui, c'est quelque chose qui est même spectaculaire. C'est spectaculaire à plusieurs niveaux. Ce que j'ai observé, par exemple, simplement entre l'année dernière et cette année à Moscou, j'ai vu dans les rues de Moscou au moins 10 marques de voitures dont je n'avais jamais entendu parler. Donc chinoises, essentiellement chinoises. Et ce qui est très significatif, c'est que parmi ces nouvelles marques de voitures, j'ai observé des marques de luxe et de grand luxe. Et j'ai demandé quels sont les prix. Vous avez maintenant des voitures chinoises qui ne se vendent plus à 5 000 €, mais à 200 000. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que le public, la clientèle de Bentley, des gros Audi, des Mercedes, qui infestent Moscou, toujours encore aujourd'hui, je veux dire, on ne va pas les jeter, ces voitures. Mais cette clientèle, c'est maintenant, par la force des choses, réorientée sur des marques qui, du point de vue du branding, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais enfin, de l'image de marque, ne signifie pas grand-chose, mais qui remplissent le vide laissé par les Européens, par les Occidentaux, et qui vont, à terme, comme ils l'ont fait en Chine, construire également leur marque. Et je pense que ce sont des marchés qui sont définitivement perdus pour les Européens. C'est quelque chose qu'on ne va plus rattraper. Ça, c'est une chose. Maintenant, sur un plan intérieur, de même que il remonte, ou tout simplement il rachète les drones iraniens et puis il les fabrique en grande série. Ils sont lents, c'est vrai. Ce sont des gens qui ne pensent pas vite, qui souvent ne parlent pas vite, qui prennent des décisions après avoir mûrement réfléchi, mais une fois que la décision est prise, la cadence de mise en place est fulgurante. Tout le monde se tait et travaille. Et un des exemples, c'est qu'ils avaient un projet d'avion, un avion qui était resté en projet très longtemps, un avion commercial pour un moyen courrier, qui devait être lancé, mais qui avait des moteurs américains. Eh bien, vu ce qui s'est produit, on a dit au bureau, vous allez adapter un moteur russe. Et en 1 an, ils ont adapté le moteur et l'avion vole. Il est commercialisé maintenant. Imaginez combien de temps Airbus aurait mis pour changer le moteur d'un moyen courrier de grande consommation. Ça aurait pris des années et des années. Alors peut-être qu'ils vont tomber, mais ils s'en fichent.
Ça fait partie du bêta testing. Donc, ils ont une réactivité sur le plan intérieur, sur le plan économique, que probablement, je veux dire, on voit très bien que personne n'a voulu prendre en compte. Et ça vaut pour toutes sortes d'activités. La Russie, cette année, est le premier exportateur de blé. Une chose qui m'a frappé, je ne suis pas un spécialiste de l'armement, mais la Russie, après donc l'échec, en fait, ils ont compris grosso modo en mars de l'année dernière, enfin avril de l'année dernière, lorsque les Occidentaux ont fait capoter les négociations de paix avec Kiev, que cette guerre allait se prolonger et donc nécessiter l'engagement de moyens beaucoup plus importants. Et donc, ils ont augmenté la cadence de fabrication d'obus, de chars, enfin de toute l'industrie militaire. Pourquoi ? Parce que les usines qui fabriquent tout ça avaient une marge. Elles fonctionnaient à 60-70% de leur capacité. Ici, on aurait considéré, dans la logique, disons, capitaliste libérale, que c'est une inefficacité inacceptable et on aurait fermé des usines qui fonctionnent à 60% des capacités. Les Russes s'étaient dit, non, laissons ça, c'est du stratégique. On laisse, on en a besoin. De fait, on le sait aujourd'hui, les Russes produisent aujourd'hui plus de munitions que tous les pays de l'OTAN réunis et de plusieurs fois. Et ce qui est significatif concernant notre monde ici, c'est que malgré les discours qu'on entend à répétition depuis 1 an et demi, sur la nécessité d'augmenter la production, de se préparer à contrer le péril russe, rien ne s'est produit. Je crois que rien ne s'est produit sur ce plan-là, alors que les Russes ont simplement démultiplié leur production d'armement. Donc voilà. Tu as utilisé le mot d'occidentaux et tu as dit que les Russes en voulaient beaucoup aux occidentaux. Qui sont ces occidentaux ? C'est-à-dire, est-ce que c'est les Européens et les Américains sont mis dans le même sac, comme on dit ? Et est-ce que ça voudrait dire que toutes les illusions européennes que pouvaient avoir peut-être encore les Russes sont tombées à l'eau ? Alors, une première chose que je dois dire, c'est que cet été, j'ai vu à Moscou et à Kazan, qui est une grande ville, et puis qui est une ville intéressante à visiter, donc la capitale du Tatarstan, j'ai vu beaucoup de touristes occidentaux, enfin, de Britanniques, d'Espagnols, il y a quelques Français, il y a des Scandinaves, des gens qui continuent de voyager en Russie. Et la Russie n'arrête pas de répéter, venez, on donne les visas, il n'y a aucun problème, venez, nous n'avons rien contre les civils, contre les individus, contre les citoyens. À l'inverse des pays voisins qui essaient de bloquer la sortie, enfin l'entrée des Russes sur leur territoire. En revanche, ils ont maintenant, je veux dire, ce n'est plus de la méfiance, c'est simplement du mépris. Alors un mépris profond et dont je ne peux pas vous donner la mesure à l'égard des larves européennes. Nous, Européens, je ne suis pas russe, hein, nous, Européens, à leurs yeux, sommes de l'ordre des holoturies, enfin de ces organismes de fond de mer mous qui ne peuvent pas se déplacer tout seuls et qui ne servent à rien sinon à digérer du sable. C'est tout. Nous n'avons aucune existence vis-à-vis de nos maîtres anglo-saxons. Les preuves en sont multiples. Les déclarations stupides et assez sinistres et assez honteuses des anciens dirigeants européens qui disaient « on a signé les accords de Minsk, oui, mais c'était juste pour jeter de la poudre aux yeux des Russes pendant qu'on armait les Ukrainiens », je peux vous dire que personne ne les oublie. Donc les déclarations de Mme Merkel, de M. Hollande, celle de Poroshenko, c'était Poroshenko qui le premier avait révélé ça, ça ne s'oublie pas. Ensuite, comme tout le monde sait que l'Allemagne a été sinistrée, en fait, elle a été détruite industriellement par la destruction des gazoducs Nord Stream, et que tout le monde sait que les Allemands savent que ce sont les Américains qui l'ont fait, le fait qu'ils n'aient pas réagi, et qu'en plus maintenant ils essayent de rejeter la faute sur des Ukrainiens, on trouve ça, mais je veux dire, d'une lâcheté immonde. Ils pardonneront tout aux Ukrainiens, rien aux Occidentaux.
Et puis évidemment, il y a le glacis européen, donc les holoturies, les organismes de mer, les blattes qui se cachent sous les meubles. Et puis, il y a les Américains qu'on connaît, qui sont le vieil adversaire, qui profitent, dont le complexe militaro-industriel profite de cette guerre, et avec qui on discute certainement d'une autre manière qu'avec les Européens. Mais ça, c'est une vieille histoire, on sait à qui on a affaire. Régis Le Sommier, des commentaires sur ce que vous venez d'entendre, sur le regard des Russes pour les Européens? Alors, je voulais faire une remarque sur ce qui a été dit à propos du changement entre cette année et l'année dernière. Et au niveau des soldats, moi, je me suis retrouvé cette fois-ci, alors je dis pas avec comme voilà, ils me voient arriver dans leur tranchée et ils découvrent que je suis français, avec un peu plus, en effet, moins d'accueil, moins de sympathie que l'année dernière. Je me suis retrouvé d'ailleurs dans une situation qui m'a fait un peu penser à celle que j'avais connue en Irak, là, cette fois-ci, avec les soldats américains, où je débarquais en tant que reporter français, alors que la France n'avait pas soutenu. Donc il y avait une sorte d'hostilité un peu au début. Bon, après, on a l'habitude de traiter. Moi, j'ai un peu l'habitude d'être avec les soldats, donc ça s'estompe. Mais au début, il y avait certains qui nous regardaient, oui, qu'est-ce que des Français viennent faire ici, voilà quoi. Pas une franche hostilité, mais en tout cas, je n'avais pas noté ça l'année dernière, en effet. Donc, si ça peut compléter un peu, voilà, ce qui a été dit. Ensuite, sur la question, moi, je voulais rajouter sur le moteur de la guerre, c'est-à-dire le moteur idéologique aujourd'hui côté russe. Ce qui est intéressant, c'est j'ai plusieurs exemples qui pourraient illustrer ce que je vais dire. Souvent, au début de cette intervention, on avait dit, et c'est vrai qu'au début, peut-être que une grande majorité des Russes pensaient que cette intervention, qu'il fallait en effet peut-être chasser les nazis. Alors, pour expliquer que le terme nazi, pour eux, n'est pas tout à fait lié, pas tout à fait le même que pour nous. Il s'agit quand même d'une matrice dans laquelle ils ont été élevés. La question des 20 millions de morts, c'est quelque chose qu'on leur explique depuis 80 ans. Tout monument aux morts ou tout monument, on va dire, soviétomorphe en Russie représente quelque part ces gens qui ont péri pendant la Grande Guerre patriotique. Pour nous, c'est des reliquats de l'Ancien Régime. Mais pour eux, c'est quelque chose d'extrêmement viscéral. Donc ça, oui, la question de leur dire, je veux dire, Poutine n'a pas eu trop de mal à dire à ses soldats et à dire aux Russes que en face il y avait des nazis, puisque les types en plus portaient des néo-nazis. Puis maintenant, on a vu avec le Parlement canadien, on a même des nazis, quoi. C'est plus des néo, c'est des mecs qui ont été vraiment, voilà. Donc, à force de se tirer des balles dans le pied comme ça, le camp pro-ukrainien finalement nourrit quelque part ce sur quoi voulait insister Vladimir Poutine au départ. Mais il y a une chose qui me paraît plus importante que ça au niveau de la conscience du combat aujourd'hui, enfin de ce que peuvent restituer les soldats quand on parle à la veillée. C'est la question LGBT, quoi. C'est quelque chose. Alors, il n'y a pas que la Russie qui est concernée par ça. Moi, j'ai beaucoup été au Moyen-Orient, en Afrique aussi, ce qui fait le lien entre, on va dire, les civilisations arabes, les civilisations africaines et, on va dire, la civilisation russe. C'est cette question de l'horizon indépassable de l'homme et de la femme, et ça c'est quelque chose qui leur fait vraiment péter les plombs. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'en face c'est le camp qui veut envahir la Russie pour les forcer à ce qu'il y ait des mariages homosexuels, à ce qu'il y ait en fait voilà toutes les délires woke. On a l'impression que nous, on regarde avec une certaine inquiétude, même pour nos civilisations, il faut le dire. Mais pour eux, c'est une attaque directe au modèle traditionnel auquel ils sont viscéralement attachés. Et c'est quelque chose que vous entendez régulièrement chez les soldats. C'est un discours qui est toujours... Il y a le discours sur les nazis, mais il y a surtout ce discours. D'ailleurs, parfois, vous leur demandez, mais pourquoi il y a des nazis? Parce que les nazis, ils croyaient
aussi à la famille. J'ai eu cette discussion avec un vieux chef cosaque qui me dit oui, mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est expérimenter sur l'humain. Le nazisme voulait expérimenter sur l'humain. Voilà, les LGBT, c'est la même chose en fait. On prend du matériel humain et on essaye de le transformer. Et eux, en tant que cosaques en plus, se référant à des traditions multiséculaires, c'est quelque chose d'absolument horrible. Voilà. Et ça, c'est quand on dit et quand on entend encore sur certains plateaux, les Russes ne savent pas pourquoi ils se battent pour ça. Ils se battent aussi également. Alors, pour terminer sur une anecdote, sur un moment, c'était en septembre dernier, en janvier, pardon, en janvier de cette année, on était donc dans des forêts, vous savez, les forêts qu'on peut trouver à l'est, la forêt de sapins immenses. Et au milieu de cette forêt, en fait, on avait débarqué là après avoir transité sur plusieurs endroits. Et je me réveille le matin, on était sous des tentes, il faisait -10, et il y avait des tranchées qui étaient là. Et je demande à un officier, je dis mais pourquoi vous avez des tranchées? Est-ce qu'on est sur une ancienne ligne de front parce que là on est à 10 km de la ligne de front. Et le mec me dit ah non mais ce sont des tranchées allemandes de 1942. C'est d'ici, de cette forêt, parce qu'ils connaissent très très bien leur histoire, qui a démarré l'offensive de Manstein sur Kharkov. Voilà. Et donc ils réutilisaient les tranchées. Puis je dis mais ça existait les tranchées. Il me dit nous les soviétiques ils faisaient pas de tranchées, hein. Ils envoyaient des gens. et les Allemands en effet ont toujours été plus ou moins, sauf au début, mais dans des positions de défense. Tous les tranchées, et les tranchées allemandes impeccables, encore 80 ans après. Et donc ils réutilisaient ça. Donc en fait tout ça pour vous dire quoi? C'est pas simplement une anecdote, ça veut dire qu'ils ont l'histoire qu'on leur ressasse depuis qu'ils sont nés sous les pieds. Elle est là. Donc voilà, tout ça fait un ferment idéologique très très puissant dans le combat qu'ils mènent. Et c'est pas du tout, ils savent pas pourquoi ils sont là. Peut-être que ceux qui étaient autour de Kiev demandaient finalement, peut-être qu'au début, oui, il y a eu ce sentiment. Mais à fur et à mesure, il y a eu le sentiment de haine qui a monté contre les Occidentaux, et il y a eu vraiment une prise de conscience vitale. Et quand le Russe est acculé et menacé et sent qu'il peut disparaître, il n'est jamais autant redoutable. L'histoire l'a prouvé, quoi. Merci beaucoup, messieurs. C'était passionnant. Merci.